Bonjour et bienvenue dans l'Entre Dragons. Aujourd'hui, je vais pas sortir une vidéo d'Endless, je vais vous présenter Endless Legend 2. Alors, Endless Legend 2 est un 4X. Le 4X est un genre de jeu vidéo où on construit une civilisation, un peuple, et on s'étend sur un territoire que l'on conquiert de différentes façons, que ce soit par des voies économiques, diplomatiques ou belliqueuses. Endless Legend 2 est donc le deuxième jeu de la série en Endless Legend du studio Amplitude. Un très très bon studio français qui a notamment sorti aussi Humankind. Peut-être que vous l'avez fait plutôt que Endless Legend. Et sans plus attendre, je vais vous présenter à quoi ressemble le jeu. Tout d'abord, quand on lance une partie, on peut sélectionner différents modes. La partie express pour ceux qui n'ont pas envie de s'embêter avec des paramètres, ou on peut sélectionner une partie ou charger une partie classique. Pour l'instant, le multijoueur n'est pas encore disponible. Le jeu est encore en early access, il vient tout juste sortir hier, si je dis pas de bêtises, et certaines fonctionnalités ne sont pas encore disponibles, certaines mécaniques ne sont pas encore introduites. Pour l'instant, il existe 5 factions disponibles: les aspects, les héritiers de Sheridan, les derniers seigneurs ceux qui ont fait le premier Endless voient de qui je parle, les Taouk et les nécrophages. D'autres factions devraient arriver plus tard, et une mécanique pour l'instant non disponible se rajoutera qui me permettra de créer une faction personnalisée. Pour l'instant, je vais partir avec la faction la plus basique, la faction que tous les joueurs devraient jouer, c'est-à-dire les héritiers de Sheridan. Comme c'est noté ici, c'est une faction qui est plutôt axée sur le fait de se défendre, de résister, et toute leur mécanique fonctionnera sur le fait de construire fortification. Sans plus attendre, je vais vous lancer une petite session. Voilà, je vais rajouter différentes... Là, on peut sélectionner le nombre de factions qu'on affronte, sélectionner le type d'adversaire qu'on peut affronter, et le nombre, une carte peut acquérir jusqu'à 8 ennemis en plus de nous. Alors, ça, on va partir de ça. On peut aussi sélectionner l'archétype, la taille du monde, je pense qu'on va prendre pour commencer une partie normale, la difficulté, qui en fait varie, décide surtout quels sont les bonus que reçoivent les ennemis et les malus que nous recevons. Plus que on peut aussi sélectionner différentes personnalisations, quel mode de victoire on peut choisir ou pas, aussi paramétrer le monde, etc. Des systèmes classiques pour ceux qui ont déjà fait un Civilisation, ou joué à Civilisation, ou joué à Humankind. Je vais démarrer. Je voudrais donc d'abord vous présenter le début d'une partie, que vous voyez à quoi ça ressemble, et je vais me taire le temps de la cinématique. We came from the stars, the Sheridan, the right hand of Empress Elevus. Aaron led the tattered remnants of our fleet here, ordered to find a new home. Yet this world has not been welcoming. Terrors in the oceans, scuttling horrors on the isles. We were tested, but never swayed from our task. Even when we lost Garen herself. With Garen's courage and Garen's steel, I will rebuild the kin anew. With the wisdom of the stars and the strength of the chosen, we will fight to ensure that Sayada is not a staging post, but our true home. Voilà, donc on a eu la petite introduction de l'identité de la faction que nous jouons. Donc, on commence une partie, on contrôle notre premier héros, qui est l'illustrateur, et une unité d'éclaireur, qui va nous permettre de repérer le territoire où on se trouve et où on veut s'installer. Je vais donc commencer par vous présenter des choses classiques, donc la possibilité de reculer, de voir les différentes zones, territoire. Dans Endless Legend 2, comme dans beaucoup d'autres 4X, les terres où on se trouve sont divisées en régions. Quand on construit un avant-poste, ce que je vais faire, on prend le contrôle de cette région. Pour l'instant, vous voyez, je vois pas beaucoup d'endroits intéressants. Il y a bien cette petite anomalie qui est ici, qui me permettra plus tard de récupérer des ressources intéressantes. Pour l'instant, ça justifie de construire ma future cité ici. On va récupérer cette curiosité,
qui me donne accès à de la brume et de l'influence. Je vous expliquerai les ressources auxquelles on a accès plus tard. Pour l'instant, on va pas de suite construire une ville, ce qui n'est pas grave. Comme c'est expliqué là, plus on prend de temps pour explorer, plus notre colonie sera un bonus de départ. Donc il est très intéressant de prendre le temps de sélectionner un endroit où on peut bien installer sa colonie. Ah, je vais vous parler de ça juste après. Là, sinon, c'est déjà plus intéressant. On a une curiosité, on a un accès à de la forêt, et donc une ressource de production, et accès de la nourriture. Je pense qu'on va mettre notre base ici. Le seul petit souci de le faire là, c'est qu'on a une montagne qui nous gêne un peu, mais bon, on va faire avec. Ouais, je pourrais aussi le faire ici. Mais je perdrai l'accès à la curiosité. Après, je pourrais toujours la récupérer plus tard, donc je pense qu'on va se mettre là. C'est plus intéressant. Tac, on va terminer le mouvement. Voilà. Nous venons de construire notre première cité et d'avoir accès à notre premier citoyen. Les héritiers de Sheridin nous commencent souvent avec un citoyen qui travaille en tant qu'artisan. Et c'est une bonne chose parce que chaque population que l'on récupère dans sa cité vient avec un bonus spécifique. Pour les héritiers de Sheridin, c'est le fait qu'ils génèrent plus d'industrie sur les artisans. Je vais donc commencer par vous expliquer comment fonctionnent les générations de ressources dans Endless Legends. Ne vous inquiétez pas, c'est un classique du 4X. La nourriture nous permet de générer plus rapidement des citoyens et de les nourrir. Comme vous voyez, j'ai un citoyen, une nourriture consommée de moins 4. Les nouvelles troupes, par contre, en Endless Legends ne consomment pas de nourriture, c'est une bonne chose à savoir. L'industrie est donc la vitesse à laquelle on va pouvoir construire de nouveaux quartiers, de nouvelles structures, etc. La brume est notre monnaie, notre argent. C'est elle qui nous permet d'entretenir nos unités, mais qui nous permet aussi d'accélérer la construction des structures. Enfin, la science, vous vous en doutez, nous permet d'accélérer les recherches. Je vais vous montrer le panneau des recherches bientôt. Et enfin, l'influence, c'est une ressource très importante qui nous permet de faire certains achats que l'on ne peut pas faire avec la brume. Elle nous permet notamment de fonder de nouveaux avant-postes, de nouvelles villes, de les rattacher à d'autres villes. Bref, c'est indispensable. De même, si on doit entrer dans la diplomatie, l'influence est clé. C'est une ressource qui est plus importante que la brume même. Ce qui est assez ironique dans un Endless. Mais bon. Alors, pour commencer, nous allons devoir construire... je vais vous présenter plutôt un autre aspect des villes, je vais tout en profiter. Comme vous voyez, ma ville possède des fondations. Pour étendre ces fondations, il faut que j'ai construit un quartier. Je peux donc sélectionner une zone, et là on me propose différents quartiers. Certains sont inaccessibles parce que je n'ai pas encore fait les recherches nécessaires. Quand on pose un quartier, le jeu nous détaille... Hop, pardon, excusez-moi, je l'ai fait trop vite. Bon, il ne veut pas, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Le jeu nous détaille les bonus que génère ce quartier à cet endroit, et les conditions nécessaires pour qu'il génère plus de bonus. Par exemple, là je vais générer seulement plus 2. Ce qui est la base de génération de ce genre de quartier. C'est pas très intéressant. Cependant, là, on me signale que il générait plus d'industrie s'il était à côté d'une autre case. Sur une case posant l'industrie, donc par exemple celle-ci, si je décidais de le construire ici, là, je générais plus 3. Encore mieux, si je le construis à côté d'une crête, là, j'ai déjà, il générait plus 4. Donc, il va être intéressant de savoir quelle zone renforce nos quartiers. Une fois qu'on aura construit un quartier, je pourrais, notamment, donc, étendre les fondations. Or, je veux avoir accès à cette zone qui, donc, me permettrait, une anomalie, qui me permettrait de bénéficier directement des bonus de la case. Je ne pourrais pas construire de quartier dessus, mais les bonus, comme vous voyez, sont très intéressants. Vous avez vu, difficilement j'atteins un plus 4 si je cumule tout, plusieurs bonus. Donc on va commencer par construire une usine. Cependant, avant d'accéder à la production de l'usine, il y a aussi autre chose que l'on peut fabriquer. Dans notre centre-ville, on peut construire des améliorations qui apportent différents bonus, et en l'occurrence le sanctuaire de la nature. Le sanctuaire de la nature, comme vous voyez, apporte énormément de bonus en début de partie, et doit être une priorité pour vous. A savoir que certaines améliorations sont communes à vos différentes villes que vous construirez, d'autres ne peuvent être construites qu'une seule fois sur votre empire.
dans toutes vos villes, vous pouvez la construire qu'une seule fois. C'est précisé ici. Une seule construction possible par empire. On va faire ça, et on va demander à ce que ce soit construit en priorité. Maintenant que je vous ai présenté ça, intéressons-nous aux recherches. Vous voyez là, c'est notre écran de recherche. Il y a différentes époques, différents âges, qui nous donnent des bonus spécifiques quand on les atteint. Par exemple, quand j'atteins l'âge 2, j'obtiens discipline militaire, que j'obtiens automatiquement, sans n'avoir rien fait à partir du moment où je débloque cette âge. Pour accéder à un âge suivant, il faut que j'aille chercher un certain nombre de recherches dans l'âge précédent. Or, vous voyez, nous sommes déjà 2 sur 8, parce que chaque civilisation commence avec des recherches préfaites. Les Chéridines étant une civilisation axée sur l'industrie et sur les fortifications, ils sont déjà débloqués tout ceci. Alors, comme je suis quelqu'un qui aime beaucoup insister sur le petit sens, on va commencer à faire la charte scientifique. Notamment parce que ça nous donnera accès au laboratoire et améliorera les récompenses des curiosités. Ensuite, vous voyez, je ne peux plus déplacer mon commandant, mais je ne peux plus déplacer mes troupes, donc on va passer le tour. On va continuer d'explorer. Vous voyez ici, ces cases-là, je génère de la recherche. Ce sera intéressant de construire un laboratoire ici. Et j'ai aussi une autre anomalie qui est très intéressante. Je vais donc y amener mon commandant pour construire un camp. Je ne suis pas obligé de le faire avec le commandant, je pourrais le faire avec mon éclaireur. Mais je préfère qu'il continue à explorer plus loin, sachant que nous avons aussi un accès à une rivière. Ça sera très important plus tard. Mais pour l'instant, on va interagir avec cette faction. C'est une faction mineure qui possède un village neutre. On peut interagir de différentes factions avec ces villages. On peut... Hop, je reprends mon squad. On peut les soudoyer. On peut interagir avec eux pour avoir une quête, ou on peut directement attaquer le village. Comme vous voyez, 266 de puissance contre 331 de puissance, c'est pas une bonne idée. Je vous montrerai plus tard des batailles, mais pour l'instant, je vais communiquer avec eux pour voir ce qu'ils me donnent une quête. Je vais passer les conversations, je vous laisserai découvrir ça si le jeu vous intéresse. En l'occurrence, ils me demandent de détruire des bandits. Très bien. Essayons de les trouver et de les abattre. Si on n'est pas sûr d'où ils se trouvent, on peut cliquer ici pour localiser l'objectif. En l'occurrence, il se trouve par ici. On va passer de nouveau le tour. Alors, vous avez vu ce petit pop-up, c'est-à-dire qu'il y a un événement de scénario. Chaque faction de Endless Legend possède un scénario qui lui est propre et que vous allez pouvoir traverser. Vous serez amené, en tant que dirigeant de cette faction, à faire différents choix, ce qui rajoute de la rejouabilité au jeu. Pour l'instant, je vais cliquer dessus et vous le passez, parce que je ne veux pas vous spoil ni vous embêter avec ça. On s'en occupera plus tard. Je pense même que je vais majoritairement ignorer. La quête, comme vous voyez, se trouve assez loin, c'est devrait envoyer un éclair assez loin. Pour l'instant, ça ne m'intéresse pas. Nous allons de nouveau passer le tour. Alors, on va engager un combat. Je vais vous montrer à quoi ressemblent rapidement les combats. Déjà, que vous avez pu le remarquer, je peux directement recevoir des renforts. Chaque armée peut être composée de 6 hommes, donc on peut avoir un total de 12 unités en combat. Si bien de notre côté que contre l'adversaire. Il y a aussi des événements de terrain. Par exemple, là on sait que c'est un terrain qui aura embroussaillé, donc il y aura beaucoup de cases forêt qui ralentiront nos personnages. Alors, commençons. En début de combat, on peut replacer nos unités comme on le souhaite. On peut aussi faire la résolution instantanée, mais j'aimerais vous montrer le combat, et comme vous voyez, je perds beaucoup de vie pour une résolution instantanée, surtout contre des ennemis qui sont pas si forts que ça. Alors, chaque faction possède des traits uniques. Déjà, le trait unique des unités de Chéridine est celui-ci, l'union. Pour chaque unité adjacente au début du tour, elle gagne un bouclier. Donc c'est donc très important la façon dont on place des formations. Il y a aussi chaque unité a des compétences passives. Par exemple, l'infanterie, si elle se tient à 2 autres unités adjacentes, conférera 30% de défense supplémentaire. Enfin, elle reçoit 30% de défense supplémentaire à la fin de son tour.
Et quand vous attaquez une unité à distance, elle recevra aussi 20% de dégâts supplémentaires. Donc elle counter ces unités là. C'est un peu contre-mécanique. D'habitude dans ce genre de jeu on a l'habitude que ce soit la cavalerie qui fasse ça, mais pas dans ce jeu. Donc je vais faire avancer mes troupes. Je vais passer en vitesse normale pour profiter des mouvements. Hop, et on termine le tour. Ouais. C'est l'avantage de cette faction, c'est vraiment sa résilience. Le fait qu'il génère du bouclier en début de chaque tour leur permet de absorber une quantité de dégâts qu'une autre faction ne pourrait pas absorber. Et de mieux préserver leurs unités. Et je vais donc placer cette unité là pour continuer à recevoir. Je pourrais la placer ici pour que les autres continuent à recevoir du bouclier, mais j'ai pas envie qu'elle continue à prendre des dégâts bêtement, je vais donc la reculer. De plus, cette unité là est mieux faite pour absorber les dégâts. Elle confère 5 points de défense, donc il réduira plus facilement les dégâts. C'est d'ailleurs une réduction de dégâts bruts. Hop, on va tirer ici. Non, je peux pas avancer mon cavalier, c'est dommage. Je vais le placer ici. Avancer cette infanterie là. Attaquer. Alors à savoir que vous avez vu ce debuff, tout est visible très facilement dans le jeu, c'est assez agréable. On voit que c'est un stat unique qui réduit les dégâts. La raison de ce debuff, c'est que en tant qu'unité à distance, si elle est au contact d'une autre unité ennemie, elle subira une réduction de dégâts. Bien entendu, je joue un tour supplémentaire. Eh bien, je joue un tour supplémentaire. Voilà, et j'ai quand même perdu beaucoup moins de vie que ce que le jeu m'aurait fait perdre en attaque. D'ailleurs, d'un point de vue récupération de points de vie, vos unités récupèrent des points de vie si vous leur demandez de se reposer. Par exemple ici, là, elle récupère des points de vie, ou en se tenant sur un territoire allié. En l'occurrence, mes troupes ne se tiennent pas sur un territoire, donc ils ne récupèrent pas de vie. Alors, avec la brume qu'on a, je vais en profiter pour vous montrer que le making de rachat, vous en parlez, on peut utiliser la brume pour accélérer la production. C'est une bonne nouvelle pour nous. Très bien. Donc, avec ça, j'aurai accès à un nouveau quartier. On va ensuite se dépêcher d'aller chercher la clôture. Alors, vous pouvez assigner plusieurs recherches à la suite, et j'aime pas trop le faire pour deux raisons, parce que du coup j'aime bien être flexible, et comme vous avez vu, je n'ai pas perdu la recherche de la fin de tour, elle était directement attribuée à la clôture. Et l'autre souci, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait un petit bug pour l'instant dans le jeu, des fois vous assignez des recherches et elles sont retirées. C'était un bug, c'est un bug qui est un peu embêtant, j'espère qu'il sera... les devs le patcheront. Ils ont déjà sorti plusieurs patchs, j'ai pas regardé si ça avait déjà été supprimé. Mais pour l'instant, dans le doute, on l'a fait. Hop, alors, autre chose qui fait que le jeu est en early access, ça se voit que les jeux en early access n'avons pas encore de combat de cité. Donc, comme la zone de déploiement se réduit à ces 2 cases, le combat ne peut se faire qu'en résolution instantanée. Je vous en ai parlé, le jeu est encore en early access. Voilà. Comme j'ai validé cette quête, ce village est désormais pacifié. Je peux donc aller voir les villages sous mon protectorat. Ce sont donc des villages qui se trouvent sur mon territoire, et je peux assimiler leur population. C'est-à-dire qu'en les assimilant, j'obtiens des bonus, celui des normes mortelles, et que toutes mes unités reçoivent plus 1 dégât par village pacifié, et plus 3 dégâts sur unité, de manière flat. En l'occurrence, là, je reçois donc plus 4. Ils me donnent aussi accès à une de leurs unités iconiques, à un conseiller, je vous montrerai plus tard les conseils, et à une population de leur martel. En effet, là, si je vous montre... Ah non, je ne peux pas encore vous le montrer, excusez-moi, je suis allé trop vite en passé. Il faut d'abord que j'assimile cette population, et pour cela,
vous voyez, il me faut de l'influence. Je vous en parlais, c'est indispensable. Et donc là, je n'ai pas encore assez d'influence. On va voir ça après. À savoir que les camps qui ne sont pas pacifiés génèrent de façon régulière des troupes qui sont hostiles. Là, je suis pas en état d'affronter ces troupes, et même si j'ai pacifié le village, ces troupes est partie d'elles-mêmes se battre. Donc je ne peux pas l'affronter encore. Je vais attendre un peu. Rassurez-vous, ils ne fonctionnent pas comme les barbares civilisations, ils ne vont pas envoyer des raids. Mais si vous avez une armée à proximité, ils pourront l'attaquer. C'est aussi une bonne façon de générer de l'expérience, et quand notre héros progresse, il a accès à un arbre de compétences. Je vais vous le présenter ici. Ce sont des arbres qui sont assez complexes. Tout d'abord, ils sont différents. Comment vous les présentez de façon efficace? Oui, comme ça. Chaque arbre de compétences est divisé en 3. D'un côté, la spécialisation de mon héros, qui est donc un archer. Voici son arbre. C'est l'arbre qui sera commun à tous les archers. L'arbre de faction, donc qui est identitaire à ma faction. Et un peu troisième arbre, qui est donc la fusion de ces deux arbres. Alors, en l'occurrence, j'aime beaucoup le tir de rétablissement, ça permet de sauver des unités, donc je vais prendre celui-là. Faire fin de tout. Je vais vous montrer un petit peu donc l'early game du jeu, et pour ça, je vais donc vous montrer les premiers tours jusqu'au premier événement majeur, Parce que pour l'instant, si vous regardez ça, vous dites, bon, c'est un 4X classique, qu'est-ce qu'il y a de plus à ce Endless, à ce 4X, et surtout, quelle est la différence avec Endless Legend 2? Eh bien, déjà, nous ne trouvons pas sur, pour ceux qui ont fait le premier, sur Auriga, nous trouvons sur une planète différente. Et cette planète a une mécanique comme Auriga, mais pas exactement même. Sur Auriga, donc dans le premier jeu, nous étions sur un monde qui se mourait. Et donc nous étions dans une course contre la montre pour notre survie. Là, ce n'est pas le cas. Je ne vais pas vous spoiler, vous allez découvrir ça. Alors, si vous n'avez pas envie de vous embêter à contrôler l'exploration, etc., vous pouvez aussi activer l'exploration automatique, comme dans beaucoup de jeux. Hop. Alors, à savoir que les rivières sont infranchissables. Si vous voulez les franchir, vous devrez construire des ponts qui sont temporaires, et je vous expliquerai pourquoi ils sont temporaires. Et je vais en profiter pour vous le montrer, comme ça ce sera fait. Alors, plusieurs choses se sont passées là sur le tour, je vais vous le montrer. Déjà, j'ai reçu un nouvel artisan. Vous pouvez attribuer, vous avez différents systèmes d'équilibre pour voir qu'est-ce que vous voulez prioriser. Là, le jeu l'équilibre de façon automatique. Moi j'aime bien revenir. Il n'y a pas mon système préféré, j'aimerais bien pour l'instant qu'il se focus sur artisan puis citoyen. Pour l'instant il ne me le propose pas, c'est pas grave, on va se concentrer sur le fait de rajouter des artisans. Et ça nous suffira pour l'instant. Autre chose, nous allons avoir besoin de nouvelles fermes. Une autre mécanique dont je n'ai pas parlé, c'est que chaque quartier possède un niveau. En l'occurrence, ce quartier est niveau 1. Si je réussis à avoir 3 autres quartiers qui se trouvent à proximité, il passera de niveau. Et donc augmentera la production sur sa case. Ça fonctionne aussi sur l'hôtel de ville. Comme vous voyez, l'hôtel de ville a les quartiers niveau 1. Donc on a tendance à essayer de grouper les quartiers pour bien renforcer notre production. Autre chose, vous voyez, j'ai construit un pont et on voit bien que c'est un pont qui a été fait de briques et de broc. Hein. Il ne tiendra pas longtemps, mais je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'il va s'effondrer plus tard. Pour l'instant, on continue à explorer. On va accélérer cette production. Alors, autre chose que j'ai oublié de vous préciser, j'ai oublié, je suis un peu bête, le jeu vous incite à rechercher certaines technologies en priorité, mais il vous permet aussi de vous montrer certaines technologies qui sont uniques à votre faction. En fait, ce sont globalement les mêmes, mais avec des bonus qui sont vraiment spécifiques à votre faction. Donc en l'occurrence, par exemple, une des mécaniques iconiques des Sheridin, c'est l'accès à des automates.
il y a un événement, en fouillant de curiosité, j'ai eu accès à un événement qui m'a donné accès à une quête. La voici, ces ruines là, donc on va pouvoir s'y rendre. Je vais par contre envoyer mes explorateurs dans cette direction. Parce que j'aimerais quand même valider en fait la première quête, je me rends compte que j'ai un certain bonus dont je suis absent. Oh, j'ai pas fait attention, je crois que j'ai vu quelque chose. Oui, c'était 150, je peux donc assimiler les Noirs Martels. Donc, maintenant que j'ai assimilé cette faction, premièrement, vous pouvez voir, vu que j'ai un village sur cette terre, j'ai pu obtenir automatiquement une population de Noirs Martels. Sachant que je peux aussi décider que ma production doit se centrer sur le fait d'acquérir plus vite d'autres Noirs Martels. En c'est pas ça qui m'intéresse tout de suite. Je vais donc laisser ça de côté. Je vais me centrer sur le fait de produire des héritiers de Sheridan. Pourquoi est-ce qu'on pourrait s'intéresser à produire différentes populations et avoir une cité cosmopolite? C'est que déjà, chaque population excelle dans certains rôles. Par exemple, les Noirs Martels ont un bonus de plus 2 sur l'industrie s'ils sont scribes. Mais en plus de ça, sur votre résumé de l'Empire, vous pouvez constater un bonus que vous obtiendrez en ayant atteint un seuil de population. En l'occurrence, par exemple, là, pour les bonus pour les Sheridan, j'obtiendrai accès à l'amélioration presse militaire, qui me permettra, quand je construirai des cartes militaires, de gérer aussi de l'influence. Pour les Noirs Martels, ils ont accès à la forge de Noirs Martels, qui me permettra d'avoir un plus 2 de production sur mes ateliers et plus 2 d'influence sur mes ateliers. Vous voyez, c'est synergise plutôt bien avec les Sheridan. Et il y a d'autres seuils. Une fois ces seuils atteints, il n'y a plus de bonus spécifiques à les obtenir. Là, il y a les mécaniques, les traits identiques de cette faction, mais j'ai pas envie que la vision s'allonge, je vous présenterai ça plus tard. Continuons à passer les tours. Ça fait déjà 24 minutes. Ah, autre chose dont j'ai oublié de vous parler, les héros peuvent avoir accès à des équipements. Là, vous voyez, c'est un équipement qui est spécifique à une certaine classe, mon héros ne peut pas s'en équiper. Cependant, ça c'est un consommable que je peux équiper à mon héros et à n'importe quel autre héros du genre. Ah, quelque chose de gêne. Ah oui, en effet. Ah, comme je vous en ai parlé, les locaux peuvent être agressifs. Et comme ils m'ont attaqué, c'est eux qui ont le droit de jouer le premier tour. Alors, si vous n'avez pas envie de vous embêter et que cette partie vous vous intéresse pas, vous pouvez cliquer sur bataille automatique qui fera que les unités fonctionnent toutes seules et passera automatiquement le combat en vitesse rapide. Alors, il n'y avait pas toujours plus intelligente, parce que vous voyez, elle arrête pas de faire courir mon archer qui arrête pas du coup de prendre des dégâts. C'était pas la meilleure des idées. Alors. Ah, parfait. Je vais
pouvoir vous parler de la diplomatie. Là, nous avons rencontré une autre faction qui, et je suis très content de les voir parce que les Taouk sont une faction axés sur la diplomatie. Ils vont se concentrer sur la science, etc. et sont très peu belliqueux. Contrairement par exemple à une faction comme les Derniers Seigneurs ou les Nécrophages. On peut donc avoir différentes interactions, par exemple partager les recherches. Yeah. Comme vous pouvez le voir, étant une faction axée sur la science, ils sont plus qu'intéressés à l'idée de partager les recherches. Je pense d'ailleurs que nous allons le faire. Par contre, vous voyez, l'échange de cartes, ça les intéresse pas trop, et donc ils me feraient payer de la prime pour ça. Mais, restons sur le partage de recherche. Comme vous pouvez le voir, il y a 2 barres ici. Cette barre est l'opinion que possède leur peuple vis-à-vis du mien, et l'opinion que possède mon peuple vis-à-vis du leur. Comme vous en doutez, meilleure est l'opinion, plus facilement on peut passer des accords. Donc ici on a accès aux traités, ici aux déclarations, donc, par exemple ouvrir les frontières, déclarer la guerre, sachant qu'il y a une mécanique de guerre justifiée qui peut impacter l'opinion de votre population. Et là vous pouvez voir les propositions qui sont faites par les factions. Il se trouve... Je vais dû les repérer... Ici je crois. Alors, je me fais attaquer par les autochtones, on va se replier. Quand vous vous repliez, vous subissez des dégâts. Ce qui fait que vous ne pouvez vous replier qu'un nombre de fois très limité, en fait 2 fois, avant d'avoir récupéré, parce que sinon vous perdrez votre unité. Là j'ai pu le sauver parce que j'ai pris un tout coup, ça y est. Et là je me fais attaquer par une faction et je vais donc le perdre. Malheureusement. Bon tant pis, je suis pas le monde d'erreur, c'est pas grave. Il est plus que temps que j'en fasse un autre. Et que je renforce mon armée principale. Donc là c'est un événement qui est lié à ma cité. Alors, si vous j'ai fait exprès de prendre ces décisions pour vous montrer comment fonctionnaient les mécaniques de banqueroute. Quand ça arrive et que vous tombez à court d'argent, c'est pas une bonne situation. Et donc les villes subiront une pénalité de production. Et si, c'est comme c'est précisé, si on ne résout pas la situation, dans 10 tours notre empire est vaincu. On peut donc dissoudre des unités, construire des structures axées sur la brume, ou piller le quartier d'autres factions. Bon. Et autre pénalité, la régénération se fait beaucoup plus lentement. Bon, en l'occurrence, il n'y a pas de souci, dans un tour, on n'en parle plus. Pour ceux qui se posent la question de savoir ce que je viens de faire, c'est un mécanique classique des 4X.
si vous ne connaissez pas, c'est que vous n'avez pas souvent joué avec les Traix, c'est une mécanique où en fait on peut déboiser la forêt pour générer de l'industrie pour une ville à proximité. Là je le fais parce qu'il y a une quête qui me demande de le faire. Pas tarder à avoir notre premier événement. Ah voilà, j'en parle. Donc, la mécanique qui est spécifique à Endless 2, c'est lié aux mers. Comme vous voyez, on est sur des petits îlots. A time of great upheaval is upon us. As the heavens open, remember our creed and stand strong against the horrors of the night. Et donc, comme l'a présenté notre narratrice, eh bien, on subit un événement de mousson. Alors, lorsque la mousson se déclenche, déjà nos unités voient beaucoup moins loin. Et certaines merveilles deviennent disponibles. Donc, comme on voit moins loin, on est plus sensible au fait de se faire attaquer, mais d'un autre côté, on est incité à explorer pour avoir accès à des curiosités. Voilà, typiquement ce qu'on voulait pas voir arriver. Je me fais attaquer par des autochtones. Mais si je récupère ces curiosités, je récupère de la brume, ce qui est donc très intéressant et très important pour augmenter la vitesse à laquelle je génère des bâtiments, entretenir mon économie, etc. On a aussi un événement. Je vous parlais du fait que quand j'avais recruté ce village, j'avais obtenu accès à un conseiller. Et bien lorsque l'événement de chute de brume arrive, on peut attribuer des conseillers, chacun donnant des bonus spécifiques. Alors, j'aime bien le gardien. Et moins 39 chances sur compétition, c'est fort. Mais là, je pense que je préfère avoir un bonus d'industrie. Si jamais on se rend compte que nos sièges nous déplaisent et qu'on n'a pas envie d'attendre la prochaine mousson, on peut payer de la brume pour changer, réattribuer les sièges. Sachant que de nouveaux sièges se débloquent à chaque nouvelle mousson. Et je vous en parlais, lorsque la mousson se déclenche, j'ai entendu les eaux se lèvent et le pont temporaire que j'ai construit ici a été rasé. Non, je vais résoudre instantanément. De toute façon, c'est parti. Je vais pas y jouer. C'est pas le but. Je voulais juste vous présenter la mécanique de mousson et, comme vous voyez ici, on a une estimation de combien de temps la mousson va durer. Parce que je vais vous montrer l'autre mécanique iconique dans Endless Space 2. Parfait. Alors, une fois qu'on a construit un avant-poste, on peut l'utiliser, comme je vous en parlais, pour l'annexer à une ville. Une fois qu'on l'a, ou le transformer en cité. Donc, chaque ville peut accepter un certain nombre d'avant-postes. En l'occurrence, là, ma ville possède son cœur, donc ça en fait un. Et il peut accéder à 2 autres avant-postes. Là, j'en ai fait un problème. En transformant en avant-poste, vous voyez, j'ai étendu des cases de fondation autour de la cité et j'ai accès à différents bonus. En l'occurrence, là, ce n'est pas présenté comme une anomalie par la case en reculant, mais c'en est une. C'est pour ça que j'ai construit ma cité ici, parce que je voulais avoir accès à ce bonus de nourriture.
Autre chose, vous avez pu voir là, ce dont je vous parlais, je peux étendre les fondations de tous les anomalies comme si c'était des quartiers normaux, en échange d'influence. Donc je vais vous expliquer que l'influence est vraiment primordiale dans le jeu. Bon, on va en profiter pour construire 2 petits laboratoires. Alors, il va y avoir une petite alerte. Une mécanique unique au Sheridin, c'est l'accès à la système dévotion. En ayant entendu mon territoire et mes quartiers, j'ai renforcé les fortifications sur chacune de mes villes. Enfin, là ça totalise cette quantité de fortifications sur chacune de mes villes. Là pour l'instant c'est que sur ma capitale. Ça me donne accès à différents bonus. En l'occurrence, le premier est le service divin. Je vais vous montrer à quoi ça sert. J'ai transformé une de mes populations de Sheridin en population divine. Elle a été élevée. Comme vous voyez, elle a accès du coup à des bonus différents. Elle me génère maintenant plus 1 de brume, plus 1 de science, mais elle a perdu plus 1 en bonus d'industrie. Mais c'est une population qui donc est très intéressante à placer sur d'autres cases que celle d'artisan. Je vais donc accélérer pour vous montrer le reste dont je voulais vous parler. Pour l'instant, peu importe les combats, je vais vous montrer après une partie plus avancée. Mais là, je veux juste vraiment vous montrer à quoi ressemble le début de partie dans le jeu. Ah, autre chose, parfait. J'ai assez avancé dans mes recherches, je peux donc directement maintenant faire des recherches dans l'ère suivant et aller chercher des bonus qui m'intéressent. En l'occurrence, par exemple, l'ordre civil ne m'intéresse pas tant que ça, et la clé de voûte non plus, pour l'instant. Plus tard, oui. En ayant aussi progressé dans le temps et donc avec un événement de mousson, j'ai aussi eu accès à un nouveau héros qui m'a été offert gratuitement. Donc je vais en prendre, sachant que chaque héros, petit avantage, nous confère aussi des bonus de conseil. Chaque faction possède des héros qui sont liés à sa faction. Donc par exemple ces trois-là sont liés à la faction de Sheridin, mais celui-ci par contre est lié au Noir Martel. D'ailleurs c'est indiqué ici. Et donc il viendra avec des bonus sur son nombre de compétences qui sont liés au Noir Martel. Je vais le recruter parce que j'aime beaucoup son bonus de conseil. Et comme vous pouvez le voir, il est apparu ici. Je vais donc accélérer les prochains tours là pour l'instant. Hop, pour vous montrer le petit événement et ensuite on va passer à ma partie plus avancée. Voilà. Nous retournons donc dans la période du jusant. Nous avons quitté l'événement de moisson. Et comme vous pouvez le voir, la mer s'est retirée. Et ce qui donne accès à de nouvelles terres, où s'étendre, mais aussi à des nouvelles ressources. Par exemple, ce site est un gisement de verre acier, une des ressources les plus importantes. Vous pouvez voir ici la liste de nombre de ressources clés, qui sont des ressources que nous utilisons pour améliorer nos unités ou construire certains bâtiments, mais aussi des ressources précieuses qui, elles, donnent des bonus avec le temps. Plus on a accès, plus on peut utiliser un bonus qui durera plus longtemps et sera fort. En l'occurrence, là si je continue cette partie, vous voyez, je vois du verre acier ici, je serai
très tenté à l'idée d'aller fonder une ville, sachant que il se trouve ici un sanctuaire souterrain qui est habité par une force locale qui terrorise la région. Je pourrais donc l'attaquer pour réquisitionner cet endroit et le transformer en camp, ou le piller, si jamais je ne souhaite pas en faire quoi que ce soit, ou je souhaite placer mon camp ailleurs. Et donc vous voyez aussi qu'on a accès à de nouveaux environnements, et certaines des cases ne possèdent pas de bonus, ce sont des zones stériles. On pourra, avec nos cités et nos camps, restaurer ces cases pour leur redonner des bonus. Vous voyez aussi que les bonus liés à cette zone-là sont très très intéressants et très puissants. Donc on est incité au fait de s'étendre vers ces nouvelles terres et recevoir différents bonus. Et on peut déjà entreapercevoir que à la prochaine mousson, il y aura d'autres gisements qui seront disponibles. Je vous ai donc montré à peu près à quoi ressemble le début de partie dans Endless Space 2. On sécurise notre premier territoire, on commence peut-être à faire une deuxième ville, etc., à repérer les terres qui nous intéressent, et la mousson se déclenche, les eaux se retirent, et de nouvelles terres se présentent à nous. Nous allons pas, sans plus attendre, je vais vous montrer ma partie plus avancée. Je vous retrouve tout de suite. Alors, je vous retrouve donc avec ma faction plus avancée, ma cité. J'en suis donc à ma deuxième mousson. Les terres viennent juste de se retirer, comme vous voyez. On voit vraiment que ce sont des zones qui sont différentes. Hein. C'est presque... ça paraît vraiment aussi là. Ces terres-là paraissent jolies, naturelles, mais on a des endroits qui sont littéralement très hostiles. Certaines sont marquées par des volcans. Alors là, vous voyez bien parce que je suis construit dessus, mais ce sont des zones qui sont volcaniques, etc. Vous pouvez le voir, ça c'est ma toute première ville, et vous pouvez le voir, je l'ai bien étendue, avec un grand nombre de quartiers et de fondations. Oui, j'avais, là sur la partie, j'avais vraiment une toute petite cité, mais j'en avais pas fait grand chose parce que je voulais vraiment vous montrer une ville plus naturelle. Et ça c'est ma deuxième cité, le Fort Raya. Que j'ai aussi étendu. Autre chose que je vais vous montrer, c'est il arrive parfois que lorsque les terres, les eaux refluent, nous trouvions des merveilles qui viennent chacune avec des bonus vraiment très très puissants et qui valent la peine d'être reconquis. Mais bon, en l'occurrence, dans cette situation, dans cette partie-là, je suis en conflit avec les nécrophages. Que vous voyez ici, et je m'apprête à attaquer leur cité. Comme vous voyez, ils ont déjà l'une des mécaniques connues des nécrophages, c'est le fait de dévorer les terres. Là, on voit une de leurs unités qui est en train de le faire. Elle est en train de dévorer la terre, ce qui leur donnera accès à différents bonus. J'en peux plus d'avoir ces voisins extrêmement belliqueux et agressifs, et donc je m'apprête à assiéger leur capitale. Là, je vais pouvoir vous montrer à quoi ressemble un siège. Quand on attaque une ville, on met en place un assaut. Nos troupes commencent à siéger la ville et à faire des brèches dans les murailles. Vous voyez, pour ma première brèche, ce sera disponible dans 3 tours. Alors, parfait, je peux au passage en profiter pour vous montrer la mécanique de foyer. Hop, tu vas prendre ce partenaire. Chacun de nos héros peut construire un foyer. Ma troisième ville, que je viens juste de mettre en place. Quand ils construisent un foyer, cela renforce énormément les ressources qui sont disponibles, et cela permet aussi de prendre un compagnon de vie. Ici c'est leur compagnon d'armes, et ici c'est leur compagnon de vie, qui leur fournit des bonus et d'autres interactions. Et c'est secondaire, vous découvrirez ça vous-même si vous vous intéressez au jeu. Hop. Voilà. Ah, bon. Là, ils me proposent une paix blanche. Comme vous voyez, là, on voit leur soutien de guerre comparé au mien. Ce n'est clairement pas intéressant. Mais je leur ai proposé plusieurs fois de capituler en me payant bien entendu un tribut très élevé, mais ils ont refusé. Il est temps de les rayer de la carte.
Alors, je pouvais pas vous le montrer parce que c'était il y a quelques tours, mais quand l'héritière des Sheridan parlait du fait que certaines horreurs pouvaient venir avec la mousson, il existe des créatures imprégnées de brume qui peuvent apparaître et créer des nids. On les appelle les fléaux. Lorsque ces nids apparaissent, ils se mettent à polluer les terres autour et à les corrompre. Quand on les vainc, on obtient une anomalie qui s'appelle le vestige de fléau. Mais c'est un ennemi extrêmement puissant à affronter. Je pense que je peux vous montrer. Ah, on a ouvert une brèche. Alors, à quoi ça ressemble? Peut-être attendre encore un tour. J'aimerais briser aussi les fortifications ici. Voilà, je vous passe ça. C'est lié à un événement scénarisé important. Alors, nous allons passer au combat. Alors, pardon, voilà. Donc, comme je vous en parlais, lorsqu'on lance un assaut, on a une arme principale et une arme de renfort. Je peux donc placer mes troupes. Alors, malheureusement, je n'ai ouvert qu'une seule brèche, et comme vous voyez, ça va être compliqué d'attaquer des différents ordres. Je pense placer mes cavaliers ici. Ah, je vous en parlais, les fameux golems Sheridan. J'en ai 2. Savoir, ils sont extrêmement puissants, mais leurs nombres sont bien entendu limités. C'est une unité qu'il faut chérir. Alors, je vous parlais du fait que chaque unité du jeu a une espèce de mécanique de pierre-ciseau où elle est plus ou moins puissante contre une autre unité. En l'occurrence, les archers sont plus forts contre les unités volantes. Alors. Hop, je vais utiliser la compétence de mon personnage. Une fin de tour. Voilà. Oui. Comme ici en haut du rempart, je ne peux pas l'attaquer. Pour l'instant, il n'y aura pas encore de mécanique, on peut briser les remparts, assiéger, etc. J'aimerais vraiment qu'ils mettent ça en place parce que pour l'instant, malheureusement, on est obligé de se contenter de cette mécanique. Hop. Ah, ils n'ont pas fait assez de dégâts pour le tuer, dommage. Peut-être possible. Non, je sais pas cette attaque là, dommage.
Ah tant pis, on va juste faire un tir normal. C'est un peu dommage, j'aurais bien voulu pas avoir utilisé faire un overkill comme ça, mais c'est pas grave. C'est un combat et quasiment garanti qu'il soit gagné. Perdre une unité d'éclaireur, c'est pas très grave. C'est pas vraiment les unités les plus difficiles à remplacer. Bon, j'en suis un tour, cette unité est comme neuve. J'ai pris des dégâts parce que chaque unité mais là, ils sont de contrôle. Ils sont juste sortis de sa zone de contrôle. D'accord. Et voilà. Donc, mon battant en adversaire, vu que j'ai obtenu beaucoup de brume, c'est vraiment pas mal. Et je peux donc décider maintenant désormais du sort de leur cité. Je pourrais la capturer. D'ailleurs, je me demande si je peux pas le faire. Non, je vais pas atteindre mon maximum de ville, donc je pense que c'est une bonne idée. Je pense que je vais faire. Je peux aussi la piller, donc juste récupérer des bonus, etc. Ou carrément la raser, obtenir plus de points. Je pense qu'en l'occurrence, nous allons l'occuper. Et voilà, et donc c'est à peu près le tour de ce qu'il y a à faire dans Endless Legend, mais il y a autre chose, parce que on peut faire des victoires classiques de domination et de science, de population, etc. Mais il y a aussi la quête iconique de notre faction qui ne met pas à la fin du jeu, mais il y a aussi une autre méthode pour gagner, et ce sont les victoires par réveil. Au fur et à mesure de votre pérégrination, vous allez rencontrer certains PNJ qui vont vous proposer d'interagir avec une menace, ou peut-être un allié, qui existe sur cette planète. Et on vous donnera en conséquence des missions liées à cette faction. Et ce sont une des 3 façons différentes d'obtenir la victoire. Chacune de ces méthodes ensuite entre sous un autre critère de victoire. Donc si vous voulez obtenir la victoire par adoration, vous devrez obtenir soit une victoire scientifique, de population ou de production, émerveillement, richesse ou votre diplomatie, et donc avec les factions mineures, et asservissement. J'ai pas besoin de vous faire un dessin. Sécuriser 15 forteresses ou écraser toutes les autres factions. Voilà, c'était un tour rapide de ce que peut vous proposer Endless Legend 2. Et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi j'aime beaucoup. J'ai hâte de voir comment ils vont progresser et améliorer le jeu jusqu'à 1.0. Pour l'instant, nous sommes encore, comme je disais, en Early Access. Et si vous avez suivi cette vidéo et vous a plu, pensez à mettre un like, pensez à vous abonner et activer la cloche. Tchuss!